Il dit que l'alarme a été retardée de 6 minutes, délibérément, afin d'aider l'assassin à s'échapper. L'alerte a été retardée. L'alerte de la police a été retardée. Comment cela a-t-il pu se produire? Qui en était responsable? Mon père ne croyait pas que ces balles étaient les bonnes. Elles avaient été placées là après coup, juste pour faire croire que l'arme devait être un Magnum, un Smith & Wesson Magnum. Diriez-vous que nous devons faire face à un état profond international? C'est pourquoi on parvient aussi quand que mes cercles aussi puissants en soient responsables. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Wir zeigen Ihnen Positionen. Bienvenue dans À contre-courant. Nous vous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Aujourd'hui, il est question de sang sur la neige, d'un meurtre commis lors d'une nuit d'hiver glaciale en plein centre de Stockholm. Le 28 février 1986, le premier ministre suédois Olof Palme a été abattu en pleine rue. Ce crime n'est toujours pas élucidé. Je m'entretiens aujourd'hui avec un homme dont le père a été le premier officier de police sur les lieux du crime. Il a écrit un article intitulé « 40 ans après le meurtre d'Olof Palme, 40 ans de dissimulation ». Il est économiste, traducteur, et avec d'autres, il a lancé un appel à la création d'une commission de vérité afin d'aider enfin la vérité à éclater. Bienvenue Henri Söderström. C'est un grand privilège de vous recevoir ici. Oui, merci. Qu'est-ce que votre père vous a raconté sur cette nuit d'hiver où Olof Palme a été assassiné? J'étais moi aussi à Stockholm cette nuit-là. Je travaillais à la poste. Quand je suis arrivé le matin, les gens étaient très silencieux. Il y avait de la musique sombre à la radio et personne ne disait rien. J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas qu'Olof Palme a été tué ?» Alors, bien sûr, j'ai été stupéfait. Je suis ensuite retourné à l'appartement de mes frères. J'ai appris que mon père avait été sur les lieux du crime et qu'il était responsable des premières investigations en tant que policier le plus haut gradé présent durant cette nuit fatidique à Stockholm. Il a très vite découvert qu'il y avait quelque chose de mystérieux là-dedans. Il dissimulait l'heure exacte à laquelle il était arrivé sur les lieux du crime. Ils ont été arrêtés par un homme qui arrivait à 500 mètres de la scène de crime et qui disait que quelqu'un avait été tué, qu'il avait été abattu pas loin de là. Ensuite, il a noté l'heure. Il a regardé sa montre et a écrit 23h28. Puis lui et son chauffeur s'y sont rendus rapidement. Un message d'alerte a été diffusé sur la radio de la police à tous les districts du centre de Stockholm. Un homme avait été abattu à cet endroit. Ils sont alors arrivés les premiers sur la scène de crime. Et environ 2 minutes plus tard, il a eu son premier contact avec le centre de communication, le centre d'alerte, appelez-le comme vous voulez. Son chauffeur a lui aussi regardé l'heure. C'est donc très important pour comprendre le rôle de mon père dans cette affaire, parce qu'il affirme que l'alerte a été retardée volontairement de 6 minutes afin d'aider l'assassin à s'échapper. Cela fait partie de cette piste policière sur notre court-temps. Quand nous sommes arrivés là-bas, un homme était allongé au sol, en train de saigner, et des gens essayaient de lui sauver la vie, et ainsi de suite. Mais il a regardé cet homme, les yeux grands ouverts, et il a compris qu'il était mort, et qu'il était inutile de lui administrer ce genre de mesures pour lui sauver la vie. Il était mort. Ensuite, il a essayé à 3 reprises de parler à une femme présente sur la scène du crime. Elle était très bouleversée, plus ou moins hystérique, et il lui a fallu 3 tentatives pour comprendre ce qui s'était passé et qui était cet homme.
Vous êtes fou? Vous ne voyez pas où je suis? Mon mari est là, allongé par terre, Olof. Et là, il a reconnu le Premier ministre à son nez si caractéristique. Après cela, il a prononcé cette phrase historique. Est-ce qu'on sait qui est la victime du crime? Il s'agit du Premier ministre. Donc, mon père n'était pas en état de choc lorsqu'il a prononcé ces mots. Et le premier contact avait eu lieu 4 minutes plus tôt. C'est important, parce qu'il a dit que c'était en quelque sorte la preuve qu'il avait raison sur l'heure. Lorsqu'il a rejoint son chauffeur au commissariat d'Östermalm, ils ont rédigé pendant la nuit un rapport sur ce qui s'était passé. Et le chauffeur, ce gardien de la paix, était lui aussi convaincu de l'heure à laquelle ils avaient entendu l'alarme, puis était arrivé sur les lieux du crime. Donc, ils étaient plus ou moins d'accord, indépendamment l'un de l'autre. Puis le lendemain, il est allé au commissariat où il travaillait et a obtenu une liste informatique du système. Et cela a confirmé qu'il avait raison. Le premier contact avec ce centre de commandement et de communication avait eu lieu à 23h30 et 1. Puis, à 23h35, il y a eu le premier message, celui indiquant qu'il avait identifié la victime. Was the first message, the one he had identified the victim. But since there was a little discrepancy. Mais comme il y avait un petit écart concernant l'heure, j'ai recontacté le centre d'alarme des communications. Et là, ils ont dit que l'alerte de la police était à 23h33, seulement 2 minutes après le meurtre. Donc cela fait un écart de 6 minutes. Et lui a été convaincu toute sa vie qu'il avait raison. Cette conviction l'a aidé à poursuivre ce processus pour prouver qu'il avait raison. Et en même temps, nous avons compris qu'il s'agissait d'une dissimulation. Ces 6 minutes orientent vers une piste policière. 2 unités de police, des fourgons de police, ont reçu une alerte ciblée à ce moment-là, peu après l'assassinat. Mais ils ne se sont pas rendus directement sur les lieux du crime. Ils attendaient au sud et au nord de ce grand carrefour. Puis, par coïncidence, il est arrivé le premier. Donc, il n'a pas été alerté dans le cadre de cette alerte ciblée. Il a appris qu'une alerte ciblée n'avait été adressée qu'à ces 2 unités et que peut-être un autre commissaire de police devait être responsable des premières interventions sur les lieux du crime. C'est donc un élément de la piste impliquant la police. Ils ont retardé l'alerte et d'une certaine manière aidé le tueur à s'échapper sans être arrêté par la police ordinaire. L'alerte a été retardée, l'alerte de la police a été retardée. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui en était responsable? L'un des fourgons de police, une unité venant d'un autre district, Södermalm, a quitté son propre secteur pour déplacer la voiture de l'un des membres de l'équipage, non loin de la scène du crime. Donc, au moment même où les tirs ont eu lieu, il se trouvait dans une rue parallèle, exactement au même moment. Et l'un des membres ordinaires de cette unité travaillait au centre d'alerte. C'est lui qui a pris l'alerte venant de la centrale de taxi. C'est donc un chauffeur de taxi qui a vu la scène en premier et qui a alerté sa centrale de taxi à Järfälla. Mais cet opérateur du centre de commandement a commis 4 erreurs. Il a coupé la communication et il n'a pas non plus appelé l'ambulance. Et il n'a pas lancé les actions qu'ils auraient dû mener pour attraper le tueur, et ainsi de suite. Donc, il n'a plus ou moins rien fait, par pur hasard, Et dans une patrouille, c'était un simple membre de l'équipe de cette unité de police qui se trouvait non loin de la scène de crime. Ils sont arrivés 10 secondes après mon père, et il y avait aussi un témoin qui a couru après le meurtrier présumé. On ne sait pas s'il a monté les escaliers, les 89 marches, vers une rue parallèle,
ou si l'on peut supposer qu'il est peut-être plutôt parti à gauche et s'est échappé dans cet immeuble Scandia. C'est aussi une théorie. Il pourrait y avoir eu une autre personne qui a monté les escaliers après les coups de feu. There could have been another person running up the stairs there after the shootings there. And this witness, he saw Et ce témoin a vu une autre voiture de police, pas son fourgon, une voiture ordinaire. C'était celle d'un collègue commissaire de police, qui était de garde cette nuit-là, au même grade que mon père. Ils ont dit qu'ils avaient entendu à la radio l'alerte indiquant que mon père était là, et qu'ils avaient essayé de bloquer la voie de fuite. Mais ils ne savaient pas dans quelle direction le meurtrier était parti. Et ils ont arrêté l'homme qui arrivait derrière le meurtrier. Donc, quand mon père a appris ça, il ne l'avait pas informé sur la scène de crime de l'existence de ce témoin très important. Et ils ne l'ont pas emmené chercher le suspect. Donc ils ont caché ce témoin très important. Et ils ne l'ont pas arrêté. C'est le témoin lui-même qui a arrêté la voiture et qui a demandé s'il poursuivait le meurtrier. Et ils ont répondu oui. Mais quand mon père a entendu ça à la radio, Lars Borgness, un journaliste d'investigation suédois, avait contacté ce témoin qui courait derrière l'assassin. Et c'était à un moment avant que mon père n'arrive sur place. Il est donc devenu très méfiant en se disant qu'il mentait sur certaines choses. Sa théorie du complot porte donc sur l'implication de la police dans cet assassinat. Ils n'ont pas arrêté le tueur. C'était même tout le contraire. Ils ont aidé le meurtrier à s'échapper sans être arrêtés par les policiers ordinaires. Est-ce que je peux dire que les détails ne concordent pas entre eux? Oui, c'est ça. Et cette question de chronologie, cette incohérence, intéressait aussi les journalistes et d'autres personnes. Ils ont donc ils ont commandé une cassette, une bande provenant de l'enquête de police. C'était une bande mono avec cette horloge. Vous pouvez appeler un numéro et obtenir l'heure exacte. Et ce canal, cette mademoiselle horloge ou quelque chose comme ça, c'était un canal séparé sur cet enregistrement. Ils nous ont donc donné une bande avec toutes les communications. Mais on a découvert plus tard que certains appels très importants avaient été coupés. Donc, ils n'y figuraient pas. Mais l'essentiel de ce qui a été révélé, c'est que la bande, le canal de Mademoiselle Horloge, l'horloge automatique qu'on peut entendre, et un technicien là-bas a commandé cette bande. Il a aussi vérifié laquelle était utilisée en Suède pendant la nuit. Il a donc découvert qu'il y avait deux machines, la machine A et la machine B. Puis il a acheté un équipement très sophistiqué pour analyser tout ça et obtenir des courbes sonores, des diagrammes d'amplitude et ainsi de suite. Cela montrait que le misclock, je ne connais pas le terme exact, mais que ça provenait de la machine qui n'avait pas été utilisée pendant la nuit où Palm a été tué. Donc, par hasard, ils avaient simplement pris une autre horloge, une autre machine, l'enregistrement d'une autre machine, et ils avaient assemblé cette bande. Quand cela a été découvert en 1988, 2 ans plus tard, ce fut un scandale. Et où était la bande originale du central d'alarme? Elle avait été brûlée, elle avait disparu, elle avait été effacée. Mais ensuite, comme ce scandale prenait davantage d'ampleur dans la presse, ils ont retrouvé cette bande originale. Elle a, elle aussi, été analysée cette même nuit. In this very night of February 28, 19... Le 28 février 1986, Olof Palme, son fils et sa belle-fille ont décidé, après 19 heures, d'aller voir une séance au cinéma Grand sur Sveavägen à 21 heures. I can remember that there were Je me souviens que 80 témoins ont déclaré qu'il y avait sur le trajet d'Olof Palme des hommes avec des talkie-walkies. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais beaucoup d'hommes avaient des talkie-walkies cette nuit-là. Est-ce que cela a fait l'objet d'une enquête approfondie? Oui.
Was this accurately investigated? No, not at all. That was also Non, discovered by pas Lars du tout. Borgness, Cela a aussi été mis au jour par Lars Borgness, qui a été contacté par des personnes ayant vu des hommes équipés de talkies-walkies, juste à proximité de la scène de crime, mais aussi dans la vieille ville où vivaient les Palmes. Il semblait qu'une sorte d'opération de surveillance était en cours, avec de nombreux signalements d'hommes munis de talkies-walkies. Mais la police a tout écarté. Elle a affirmé avoir trouvé d'autres explications qui ne pouvaient pas être prouvées. Cela leur convenait d'avoir d'autres explications. Et puis, selon eux, les personnes qui avaient vu ces choses n'étaient pas fiables. Elles se trompaient et ainsi de suite. Mais 80 témoignages ont été écartés parce que cela n'était pas compatible avec la théorie de l'assassin solitaire sur laquelle ils travaillaient. Cela signifie que cette nuit-là, Olof Palme était complètement surveillé. Oui, c'est exact. Mais ce n'était pas la version officielle. Il ne pouvait donc pas expliquer ces témoignages en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec l'assassinat de Palme. Et les gardes du corps. Oui, c'est vrai aussi. Palme n'avait pas de garde du corps, malgré les menaces qu'il avait reçues et tout le reste. Le commissaire de police chargé des gardes du corps était allé dans les médias pour dire que le PKK, le Parti communiste kurde, menaçait Olof Palme. Il avait donc fait passer cette information dans les médias à l'automne 1985. Et c'était lui qui était responsable des gardes du corps qui ne travaillaient pas cette nuit-là. Le chef du gouvernement sans garde du corps, pour les Allemands, c'est quelque chose de safi inhabituel. Oui, et aujourd'hui, même en Suède. Et gardons un œil sur les balles. La neige a été enlevée et entièrement inspectée. Aucune balle n'a été trouvée. Mais dans les jours qui ont suivi, 2 balles ont été retrouvées. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'une des choses les plus étranges. Les techniciens de la police étaient sur la scène de crime. Ils inspectaient les lieux. Ils y sont restés très minutieusement pendant plusieurs heures, à passer la zone au peigne fin, plus ou moins. Et ils n'y ont trouvé aucune balle. La première balle, elle aussi, a été trouvée par un particulier, mais pas dans cette zone qui avait été bouclée autour du lieu du meurtre. C'était celle qui était censée avoir blessé Lisbeth Palme, lui avoir légèrement éraflé le dos. Il a été retrouvé 6 ou 7 heures plus tard par un particulier. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que la balle de Palme, celle qui était censée avoir tué le Premier ministre, a été retrouvée 37 heures après la fusillade, là sur Sveavägen, à seulement 7 mètres de l'endroit où Palme est tombé au sol. Elle se trouvait à côté d'un gros pilier, non loin de l'entrée de la station de métro. Et les policiers, les techniciens ont dit, si la balle avait été là, nous l'aurions trouvée, bien sûr. Donc il y a les deux. Et c'était une balle de Smith & Wesson, calibre .357, un calibre lourd. Et une balle tellement intacte que ça paraît étrange. C'était une munition Winchester Magnum. Ils avaient donc 2 balles sur place et elles n'étaient déformées d'aucune manière. Un spécialiste de l'agence Smith & Wesson en Suède a dit que si elles étaient authentiques, elles auraient dû être très déformées si elles avaient été retrouvées si près de la scène de crime. Il a exclu qu'il puisse s'agir des bonnes balles. Et puis, je pense qu'il y a eu un petit scandale, parce qu'elles ont aussi été nettoyées. Donc ils ne pouvaient pas. Avant de les envoyer pour des examens plus poussés au BKA en Allemagne et au FBI, ils ont dû les nettoyer. Donc, ils n'ont montré aucune trace de tissu, de sang ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, on peut facilement,
Je peux dire que je n'y crois pas, et mon père non plus ne croyait pas que ces balles étaient les bonnes. Elles ont été placées là après coup, juste pour faire croire que l'arme devait être un Magnum, un Smith & Wesson Magnum. Le chef des techniciens de la police, Vincent Lange, a lui aussi déclaré, dans une interview en 1988, que les balles étaient fausses. Ce ne sont pas les vraies. Elles ont été mises là pour orienter l'enquête sur une fausse piste, ce que je pense être vrai. Oui. Mais ensuite, quand Christer Peterson, un toxicomane et un alcoolique, A-t-il été désigné comme le meurtrier? oui, il a bien sûr été arrêté, traduit en justice et condamné en première instance. Mais à l'époque, la théorie des balles placées ne correspondait pas aux faits et gestes de Christer Peterson, ni à l'endroit où il se trouvait la nuit du meurtre. Tous ces éléments vont donc dans le même sens. Un groupe, un très grand groupe d'hommes, doit être derrière cet assassinat. Mais le tout premier chef de l'enquête, Hans Holmer, s'est entièrement focalisé sur un déséquilibré isolé, sur un auteur isolé. Et il a fait de Christer Peterson un suspect. Non, pas Christer Peterson. C'était le premier, un extrémiste de droite de 33 ans, plus ou moins, Victor Gunnarsson, qui a été arrêté pendant quelques semaines au moment des funérailles, quand tous les hommes d'État assistaient aux funérailles nationales. Et puis, il est arrivé avec l'histoire d'un toxicomane. Non, au départ, ça ne venait jamais de Hans Holmer. C'est venu plus tard, après que Hans Holmer a été écarté de l'enquête. Dès le début, il avait la confiance des responsables politiques du social-démocrate, y compris Eva Carlsson, la nouvelle première ministre. Et il n'avait aucune expérience de ce type d'enquête criminelle. C'était un bureaucrate, un avocat ou un homme de loi qui avait étudié le droit, et ainsi de suite. Il était donc chef de la police. Mais il a pris le commandement de cette enquête dès le début. Et dès le premier était un homme de 33 ans. Il a dû passer par un processus très pénible de séances d'identification avec des témoins confrontés. C'était donc très dur pour lui. Enfin, oui, ça n'aurait pas pu être facile de traverser ça. Mais ce qui était scandaleux, c'est qu'il avait un alibi qui a été caché au procureur. Le procureur était donc très critique à l'égard de l'enquête de Holmer. Par exemple, Holmer n'avait autorisé aucun contact avec les experts médico-légaux. Aucun contact du tout. Ils n'ont pas participé à la reconstitution et ils n'ont mené aucune enquête sur les angles de tir, sur les façades, ni sur la prétendue blessure de Lisbeth Palm. Pourquoi Hans Holmer, en tant que premier chef de l'enquête, était-il si fortement attaché à la théorie de l'acte d'un déséquilibré isolé? Plus ou moins dès le début, il a eu l'impression, et il en a écrit un livre, qu'Olof Palme avait été assassiné en Suède. Il a alors avancé l'hypothèse que les Kurdes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, pouvaient être impliqués. Selon lui, ils auraient eu un mobile parce qu'ils avaient été arrêtés dans les municipalités après avoir été impliqués dans des meurtres de dissidents de ce parti. Mais ils n'avaient jamais tué d'hommes d'État, et ainsi de suite. Ils ont aussi dit que Palme, à la tête d'un gouvernement social-démocrate, avait refusé à Abdullah Öcalan l'autorisation de rester en Suède. Donc cela aurait pu constituer un mobile. Mais les Kurdes appréciaient Olof Palme, donc ce n'étaient pas des mobiles très solides. Pourtant, tout cela s'est terminé par une vaste opération contre 26 Kurdes qui ont été arrêtés. Ils ont ensuite été relâchés après la conférence de presse. Et Holmer ne s'entendait pas très bien avec l'autre procureur. Le premier que nous avons critiqué a été remplacé par un autre, qui était lui aussi très critique envers Holmer.
So having had Donc après avoir eu le soutien du gouvernement et tout ça, c'était plus tenable. Il devait partir. Et après Olmer, on a eu Hans Olvebro, qui est devenu le chef de l'enquête. On disait que c'était un vrai policier, avec de l'expérience dans les enquêtes pour meurtre et tout ça. Donc, on dit que l'enquête a été ruinée par Olmer et qu'il a été plus ou moins un bouc émissaire. Puis après ça, une vraie enquête a désigné cet assassin isolé, Christer Pettersson, qui avait aussi été identifié par Lisbeth Palm lors d'une confrontation. C'était donc l'élément de preuve principal contre lui. Il avait été identifié par Lisbeth Palm. Alors qu'auparavant, elle avait désigné d'autres personnes, et elle n'avait rien dit au sujet du visage du meurtrier. À l'hôpital, elle avait déclaré qu'il y avait 2 suspects qu'elle avait aussi reconnus dans la vieille ville, donc. Dans votre article, 40 ans de dissimulation, vous vous opposez à la théorie de l'assassin isolé et déséquilibré. Vous faites référence à Gene Tatum, ancien agent de la CIA, qui a fourni certains éléments de preuve dans cette affaire. Pouvez-vous nous expliquer cela? Yeah, that was in 1997. Oui, c'était en 1997. Il a donné une interview à la radio et il a dit qu'un groupe spécial avait été créé, Operation Subgroup, et qu'il rendait compte à l'Agence nationale de sécurité et au vice-président George Herbert Walker, qui était. Il a donc dit que la raison, c'était que Palm était intervenu contre un trafic d'armes illégal qui avait lieu dans les années 80. La situation, c'était que les États-Unis avaient mis en place un montage Iran-Contra. Ils voulaient que les Iraniens fassent libérer des otages et ils avaient promis de livrer des armes. Ils voulaient utiliser l'argent de ces livraisons d'armes pour soutenir les contrats antisandinistes au Nicaragua. Voilà le contexte. Et cette histoire se déroule sous l'ère Reagan, et le vice-président était George W. Bush. Yeah. And in order to have everything more efficient and smooth. Et pour que tout soit plus efficace et fonctionne plus facilement, il n'avait pas besoin d'obtenir l'accord du Congrès ou quoi que ce soit de ce genre. Ils avaient donc ces entités spéciales qui rendaient compte directement à George Bush et à son entourage, plus ou moins. Et Oliver North était aussi là, impliqué dans cette contrebande d'armes vers l'Iran, avec de l'argent destiné au contrat pour acheter des armes, et ainsi de suite. C'était donc ce scandale Iran-Contra qui a éclaté plus tard, en 1986. À l'époque, ce n'était pas un scandale. Et ce Gene Tatum a dit que Palm était intervenu pour arrêter cette route de contrebande qu'utilisait le fabricant d'armes suédois, Bofors, afin de se servir de ses réseaux pour faire passer des armes en Iran. Et les Américains ont organisé cet acheminement d'armes, cette contrebande d'armes, via des pays tiers, afin de le rendre invisible aux yeux du Congrès américain. C'était donc un réseau mondial d'acheminement et de livraison d'armes. Et au cœur de ce réseau se trouvait le colonel Oliver North. Oui, c'est ça. Et donc il a écrit un journal. Oui, il a écrit un journal, oui. Je peux le citer ici. Le 11 mars, quelques jours seulement après l'assassinat de Palm, il a écrit dans un journal, qui était consultable aux Archives nationales de sécurité à Washington, que tout était désormais prêt à être expédié. Et Palm serait intervenu pour arrêter l'expédition de certains missiles antiaériens Robot 70, de robots, et ainsi de suite. Ensuite, il coopérait avec un marchand d'armes, Manoucher Ghorbanifar, un Iranien. Oui. Et aussi avec l'émissaire du Premier ministre israélien Shimon Peres, Amiram Nir. C'est lui qui apparaît dans cette citation. C'était un agent des services secrets israéliens. Il servait d'intermédiaire dans ses ventes d'armes. Et voici la citation. Appel de Nir. Ghorbanifar veut que Nir apporte des articles avec lui en Suède.
Après février, tout est possible. Donc après février, c'est à ce moment-là que l'assassinat de Palm a eu lieu. Et c'est aussi un fait qu'il a été arrêté, puis qu'on est intervenu dans une affaire de trafic d'explosifs via le marchand d'armes Karl-Erik Schmitz. Les douaniers ont donc inspecté son appartement, son entrepôt, et ainsi de suite. Ils y ont trouvé beaucoup de choses. On dit qu'il était un collaborateur de la CIA, et il n'a rien dit aux journalistes qui s'intéressent à cette affaire. Cela peut donc avoir un lien avec l'assassinat de Palm. Il représentait un obstacle. Et comme médiateur dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, il savait beaucoup de choses. Le jour de sa mort sur Sveavägen à Stockholm, il a reçu la visite de l'Iranien. Il a dit que Palm était bouleversé après cette réunion. Donc ils savent, bien sûr je pense, ce qui se passait. Les États-Unis utilisaient des canaux suédois pour faire passer des armes en Iran. À première vue, cela ressemble à une théorie du complot, mais c'est entièrement et précisément documenté dans les dossiers du Congrès américain sur l'affaire Iran-Contra. Et l'avantage pour Israël était d'opposer l'Irak et l'Iran et de les entraîner dans un long conflit militaire. Et ce fut un long conflit militaire sanglant. 9 ans, je crois. Oui. Et Olof Palme a mis fin à ce commerce d'armes. L'entreprise militaire suédoise Bofors était également impliquée. De quelle manière? Oui, ils fabriquaient des explosifs, tous ces obusiers et tout le reste. Donc, ils gagnaient aussi de l'argent grâce à ce commerce illégal d'armes avec des pays en guerre, ce qui n'était pas autorisé par la loi suédoise. Bien sûr, on ne devrait exporter aucune arme vers des pays qui sont en guerre les uns contre les autres. Alors ces armes sont arrivées dans d'autres pays, à Singapour par exemple, et en Malaisie. Et ils ont obtenu ces certificats d'utilisation finale. C'était ça, le mécanisme. Ces certificats étaient aussi utilisés dans ce trafic, afin que les armes puissent être utilisées dans la guerre. Oui, c'est une histoire étrange, mais elle est tout à fait exacte. Ils ont utilisé des pays tiers, ainsi que des certificats pour livrer les armes à d'autres pays. Puis depuis ces autres pays, les armes ont continué vers des zones de conflit. Et Olof Palme a mis fin à cela. C'était une activité rentable, et c'est un mobile de meurtre. Oui, un véritable mobile financier. Et bon, on peut aussi avoir ici un mobile idéologique, parce que Palm n'était pas très populaire au sein de l'administration américaine depuis les années 60, lorsqu'il manifestait contre la guerre du Vietnam. Il soutenait aussi les mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine, et entretenait de bons contacts avec Fidel Castro et Daniel Ortega, au Nicaragua, par exemple. Et pour certains cercles de personnes qui n'aimaient pas Olof Palme, il était très important qu'il soit écarté. Il était aussi considéré comme un traître parce qu'il allait en Union soviétique rencontrer Gorbatchev. On dit donc qu'il existe une piste appelée la piste du traître. Il le considérait comme un traître à la nation. Il était trop proche de l'Union soviétique, et ainsi de suite. Palme avait l'intention de rencontrer Mikhaïl Gorbatchev à Moscou au printemps 1986. Il voulait discuter d'une Scandinavie neutre et d'une zone dénucléarisée en Europe centrale. Et cela aurait pu représenter un danger pour l'OTAN. Oui, l'OTAN y voyait une menace pour son flanc nord. Et ces idées, en travaillant aussi avec la commission Palme pour la paix, le désarmement et la compréhension mutuelle, ou quelque chose comme ça, avec des membres de l'Union soviétique et d'autres pays d'Europe également. Donc ils ont fait ce que je voulais dire.
le Danemark et la Norvège auraient dû quitter l'OTAN eux aussi. Alors, ça n'a pas du tout plu à l'OTAN. Et nous avons aussi constaté qu'il y a une piste qui mène également à l'OTAN. Ça s'appelle l'opération Tree. Ils ont donc dit qu'il aurait dû y avoir une réunion avec des responsables de l'OTAN et des personnes appartenant à certains groupes de l'OTAN afin de coordonner ces réseaux clandestins en Europe, et ainsi de suite. Coordinating the stay behinds in Europe and so on. So they should have had Ils auraient donc dû avoir un état-major chargé de la planification des opérations, ainsi qu'un comité clandestin allié. Oui, vous en savez peut-être davantage là-dessus. J'ai vu les documents et c'est consigné avec précision dans des documents de l'OTAN. Les voix officielles affirment que ces documents sont des faux, mais je pense qu'ils sont authentiques. Qu'en pensez-vous? What do you think? Yeah, it looks like the truth. There had been this. Il semble qu'ils soient authentiques. Il y avait ces documents classifiés Cosmic Top Secret et ils étaient détaillés. Ils étaient datés du 7 janvier 1986. Donc, et le Premier ministre suédois était mentionné dans ces documents. Et je crois que le libellé disait plus ou moins qu'il était un problème à éliminer et que les participants ou agents suédois devaient s'en charger et régler cela eux-mêmes aussi. Et en partie, ces documents ont été fournis par un mystérieux officier de la CIA nommé Oswald Lewinter. Oui, qui a probablement joué le rôle d'Oswald Lewinter. Il est considéré comme un escroc de l'information ou quelque chose comme ça. Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait raison sur ces sujets. Et il était aussi en contact avec un journaliste de la BBC, Alan Frankovich, qui, selon lui, savait qui était l'assassin et allait le rencontrer aux États-Unis. Frankovich était un journaliste d'investigation qui projetait de faire un documentaire sur l'assassinat de Palm. Quel était son parcours personnel? En savez-vous davantage sur lui? Je sais qu'il avait enquêté sur les réseaux Stay Behind, qu'il avait réalisé un long documentaire pour la BBC à ce sujet. Et l'armée secrète de l'OTAN. Oui, et il avait beaucoup d'informations là-dessus. Et oui, il a découvert qu'il s'agissait d'un assassin professionnel, employé par les services de sécurité iraniens et entraîné par la CIA. Et c'était l'homme qu'il allait rencontrer. Mais il est soudainement mort d'une crise cardiaque en passant la douane à Houston, au Texas, en 1987. Oui. Houston, Texas. Yeah, Yes. 1997. Yeah. And this is something Alan Frankovich wanted to discuss with my friend. Et c'est un sujet dont Alan Frankovich voulait parler avec mon ami, le professeur Robert Harkavy. Ils ont discuté précisément de ce point. Robert m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle à Houston, au Texas. Quelque chose n'allait pas dans cette affaire. À propos de ce point, de l'éventuelle implication de l'OTAN, qu'avez-vous découvert? The possible involvement of NATO. What did you find out? No, it found out more than we have said about. Non, c'est davantage que ce que nous avons dit sur le groupe de planification des opérations spéciales. Ils ont tenu une réunion clandestine dans le Wiltshire, à laquelle participaient des Suédois, entre autres. Ce document a été établi. Tout a été plus ou moins planifié lors de cette réunion. Everything was planned more or less during this meeting. Selon le document, l'assassinat de Palm a été planifié lors d'une réunion dans le Wiltshire, et un représentant suédois a assisté à cette réunion, alors que la Suède n'était pas membre de l'OTAN. Comment cela a-t-il pu arriver? Oui, je crois qu'il y avait deux participants suédois. L'un était l'inspecteur chargé des contrats d'armement, Fredrik Algernon, qui aurait sauté devant une rame de métro à Stockholm et se serait suicidé. Il enquêtait sur l'existence éventuelle de témoignages concernant le scandale Bofors.
car il y avait beaucoup de choses autour du contrat indien. D'importants pots de vin avaient été versés à des intermédiaires dans le cadre de cette affaire, lorsqu'ils ont conclu un contrat extrêmement rentable, rendu possible grâce à Palm, qui avait aussi de bonnes relations avec Rajiv Gandhi. Cela représentait 8 milliards de couronnes suédoises. Donc dans cette affaire, Palm a sauvé Bofors. Le directeur général de Bofors a aussi écrit dans son journal que si l'implication de Palm devenait publique, le gouvernement suédois tomberait. Il y a donc aussi des affaires troubles autour de ce contrat indien. Et Algernon est censé s'être suicidé. L'autre était un haut responsable des services de sécurité, l'une des services de sécurité suédoise des SDI, là aussi. Et d'une certaine manière, à ce stade, une loge italienne entre en jeu. Oui, c'est intéressant. 3 jours seulement avant l'assassinat, un télégramme a été envoyé d'Italie depuis la Grande Loge, ou la P2, qui n'était pas encore connue du public. Tout ce qui concernait les réseaux Stay Behind, ses révélations sur la P2 et ainsi de suite, était tenu secret. Ce n'est qu'en 1990 que le scandale a éclaté. De nombreux hauts responsables politiques et militaires italiens étaient impliqués dans cette loge maçonnique, dont la figure principale était Licio Gelli. Licio Gelli aurait envoyé un télégramme à un collaborateur de l'administration Reagan, avec ce message: « Dites à nos amis que l'arbre suédois sera abattu. » Il y a une autre citation codée. « Dites à notre ami Bush que l'arbre suédois sera abattu. » Et cela seulement 3 jours avant l'assassinat. Licio Gelli était également une connaissance proche de Reagan et de Bush. Il était aussi présent à leur investiture, en 1981. Donc, c'est un télégramme qui aurait dû être envoyé seulement 3 jours avant. Et l'arbre suédois, on le retrouve encore une fois, c'est Palm. C'est aussi un arbre. Cela aurait donc pu servir de nom de code pour cette opération. Diriez-vous que nous avons affaire à un état profond international? Oui, il semble que ce soit crucial, précisément cet assassinat très politique. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi comprendre que des cercles aussi puissants en sont responsables et y sont impliqués. Donc, ce serait un énorme scandale si cela arrivait, si la vérité était révélée. Tout est donc dans l'intérêt de la nation, dès lors qu'il s'agit de contact avec, oui, des superpuissances et ainsi de suite. La Suède ne pouvait donc pas simplement accuser les États-Unis, par exemple, d'être derrière l'assassinat de Palm. C'est impossible. Et la police suédoise n'a aucune expérience. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Le gouvernement et les autorités n'ont absolument pas encouragé à approfondir ces pistes internationales, parmi lesquelles figure aussi la piste sud-africaine. Gene Tate, l'agent déserteur de la CIA, avait déclaré que c'était l'Afrique du Sud qui avait tué. Nous avons donc aussi la piste sud-africaine, qui a été révélée en 1986, lorsque la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique a interrogé les policiers, les hommes et les militaires responsables d'atrocités pendant l'époque de l'apartheid. Et ils ont été témoins de l'implication des services secrets sud-africains. Oui, et ils ont aussi mentionné certains noms. Oui, il y avait Eugene de Kock. Au passage, il disait que cela ressemblait en quelque sorte à ce que Craig Williamson avait fait en Suède lorsque Palm a été tué. Il a donc désigné Craig Williamson comme étant le responsable. Et c'était bien sûr une information très intéressante qui a fait le tour du monde. Et Craig Williamson, lui, il avait travaillé dans les services militaires, en exécutant simplement des assassinats contre des personnes opposées à l'apartheid, et ainsi de suite. Et la semaine avant le meurtre de Palm, il y avait eu une grande conférence à Stockholm, au Parlement, appelée une conférence, où Palm s'était levé pour condamner très fermement ce système comme un crime au nom des nations, visant le système d'apartheid et le gouvernement sud-africain. Ce n'était évidemment pas populaire en Afrique du Sud.
South Africa. So it was not popular, of course, within South Africa. And we have witnessed Et nous avons des témoins qui ont affirmé que Craig Williamson, l'agent des services secrets sud-africains, était sur place à Stockholm. On the ground in Stockholm. Yeah, it has come from various sources that he was. in Oui, Stockholm. plusieurs sources ont indiqué qu'il se trouvait à Stockholm pendant cette conférence, et qu'il y serait peut-être resté aussi. Mais lui-même l'a nié, oui. Et d'autres agents sud-africains ont désigné Craig Williamson comme l'organisateur du crime, et les auteurs ont eux aussi été identifiés. Anthony White en est un. C'est aussi ce soldat d'élite rhodésien qui aurait également été à Stockholm. Donc, beaucoup d'éléments indiquent que l'équipe de tueurs sud-africaine opérait à Stockholm cette nuit-là, alors qu'un vaste exercice mobilisant militaires et policiers était également en cours pour prévenir un coup d'État. Ils avaient organisé cet exercice quelques jours avant l'assassinat, avec des parachutistes venus d'une base militaire du sud de la Suède. And with paratroopers from a military base in southern Sweden. They went to Stockholm and were in Ils sont allés à Stockholm, et ils étaient à Stockholm cette nuit-là. Et je peux expliquer tous les témoignages de personnes qui ont vu des gens avec des talkie-walkies et ainsi de suite qui pourraient faire partie de cette histoire. Un grand exercice qui n'était pas non plus connu du public. Mon père ne savait rien de tout ça. Il a seulement compris qu'il s'agissait d'un complot impliquant la police et l'armée. Et ce réseau Stay Behind était lui aussi plus ou moins suspecté. Laissez-moi répéter. Let me repeat. They trained Ils se sont entraînés, ils ont manœuvré pour empêcher un coup d'État, afin de faire un coup d'État. for making Oui. a coup d'État. Yeah. So that might have been part Cela a donc peut-être fait partie de l'exercice visant à éliminer des personnes importantes qui ne devaient pas tomber aux mains de l'invasion soviétique. Il s'agissait d'empêcher une invasion de l'Union soviétique. C'était ça l'objectif. Donc les réseaux Stay Behind devaient aussi opérer derrière les lignes ennemies. Et cet exercice aurait pu consister à empêcher l'assassinat d'un détenteur d'informations qu'on peut appeler Palme, le Premier ministre. Alors, peut-être qu'ils étaient impliqués dans cet exercice pendant la nuit. So maybe they were involved in this exercise during the night. They were embedded. Ils étaient impliqués dans un exercice visant à planifier et à organiser un assassinat politique. Political assassination. And I just think that we had a small. Et je pense simplement qu'on a eu un petit qui l'ont fait pour de vrai. Ils se sont servis de ça comme d'une couverture. Ils connaissaient aussi l'exercice et tout ça, mais ils ont saisi l'occasion de le faire en réalité. C'est donc ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pour ça que les personnes qui ont été repérées avec des talkie-walkies étaient assez visibles. Elles se cachaient pas tant que ça et tout ça. Mais c'était une opération très clandestine, dont personne ne savait rien, plus ou moins. Clandestine and not known to anybody, more or less. But it has come up some years. Mais cette piste est réapparue quelques années plus tard, il y a 4 ou 5 ans, pendant l'enquête menée par le dernier procureur, Christer Peterson. Et ils pensaient eux aussi que la piste sud-africaine était intéressante. Ils sont donc allés en Afrique du Sud pour travailler là-dessus. Il paraît qu'il y a eu une réunion entre les services de sécurité militaires sud-africains et la police suédoise. Ils se sont rencontrés en Afrique du Sud en 2020. Mais nous avons appris qu'ils se seraient mis d'accord, plus ou moins, pour que cela ne sorte pas, qu'ils n'iraient pas plus loin sur cette affaire. Et il est également intéressant de préciser que si le groupe sud-africain était derrière cela, il ne l'a pas fait seul. Ce type d'opération internationale ne pouvait pas se faire sans l'aval du MI6 et de la CIA. Je pense donc qu'ils avaient reçu le feu vert de leur part pour mener cette opération. And a foreign Et une équipe de tueurs venus de l'étranger ne peut pas opérer sans soutien sur le terrain, ici même en Suède. on the ground, right? Qui étaient les soutiens? Who were the supporters? Yeah, then we're back where we started with the police. Oui, alors on revient au point de départ, avec la piste policière et les soupçons de mon père. Ils auraient retardé l'alerte, et les fourgons de police auraient couvert les voies de fuite du meurtrier.
et ces éléments correspondent aux horaires que mon père a rapportés. C'est intéressant parce que cela montre qu'il y a eu un retard, que l'opérateur a délibérément retardé l'alerte. Mais lorsque cet enregistrement original aurait dû être examiné par le centre médico-légal de Linköping, tout était en ordre. La version officielle, c'était que l'ambulance avec le corps et l'épouse du Premier ministre était partie à l'hôpital à 23h28. Et cela contredit la version de mon père. Lui disait que l'ambulance était partie à 23h35, soit 7 minutes plus tard. Mais la version officielle affirme qu'il n'y a rien dans ses soupçons. Nous pouvons le balder in truxversion officielle. Oui, et je peux aussi dire que le chef enquêteur, qui en quelque sorte a pris le contrôle de l'enquête, comme lors d'un coup d'État, Hans Holmer. Enfin, celui qui aurait vraiment dû diriger la police de Stockholm n'a pas été contacté du tout. Il l'a appris en lisant le journal, le matin. Et lui, oui, il ne pouvait pas faire son travail. C'est Hans Holmer qui a pris les commandes. Il y avait aussi des soupçons à partir d'informations fournies par le chauffeur de Hans Holmer, selon lesquels il conduisait Hans Holmer à Stockholm. Donc c'était un gros mensonge de dire qu'il était resté dans un hôtel en Dalekarli pour se préparer à la course de ski de fond, la Vasalopette. Personne ne l'a vu à l'hôtel. Le chauffeur a déclaré qu'il roulait dans la ville et qu'ils étaient passés devant la scène du crime 7 minutes après le meurtre, sans s'y arrêter. Donc ça veut dire que des policiers suédois étaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans toute cette affaire. C'est possible, oui. C'est en tout cas ce que pensait mon père. Et le chauffeur lui avait confirmé qu'il avait conduit Holmer à Stockholm, qu'il n'était pas à Borlänge sur les lieux. Pourriez-vous donner des noms? Et il a aussi dit, il l'a aussi accusé de mentir, en disant que toutes les contributions de mon père à cette affaire avaient été écartées. Je vois 2 pistes concernant la police suédoise. Des policiers avaient des contacts étroits avec l'Afrique du Sud, avec l'État d'apartheid. Oui, c'est exact. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait des extrémistes de droite parmi les policiers. Par exemple, ce qu'on appelait le gang des battes de baseball. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, c'était un groupe de policiers créé par Hans Holmer. Ils étaient assez brutaux lorsqu'ils faisaient le ménage parmi les criminels à Stockholm. Ils étaient aussi des extrémistes de droite. Et on peut repérer ces personnes la nuit de l'assassinat avec des talkie-walkie et dans des fourgons de police. Elles étaient également membres d'un club de tir, le club de tir de défense de Stockholm. Nous avions donc aussi de nombreux noms qui ressortaient dans ce contexte. Et ils étaient aussi en Afrique du Sud, à l'automne 1985. Ils s'entraînaient avec la police et l'armée sud-africaine, et ils entretenaient de très bonnes relations avec la police là-bas. Et tout était organisé par l'intermédiaire de l'Association internationale de police. On dit que Craig Williamson, le super espion sud-africain, passait la nuit dans l'appartement appartenant à l'Association internationale de police. Donc, beaucoup d'éléments renvoient au même réseau de policiers et de militaires d'extrême droite. Et ils considéraient Olof Palme comme une menace. Mais je ne pense pas qu'ils aient fait ça de leur propre initiative, seulement sur ordre d'en haut. Nous avons une vision d'ensemble. Oui, nous avons une théorie du complot. Mais maintenant, nous avons des preuves. C'est ça le point essentiel. Nous avons beaucoup de preuves. Nous avons des faits montrant qu'il y avait une équipe internationale chargée de l'opération, soutenue en Suède, acheminée par avion, avec en arrière-plan
le MI6, la CIA et l'OTAN comme orchestrateurs. Diriez-vous que c'est exact? NATO in the background. Would you say that's right? Yeah, and this top secret Oui, organization that et was- cette organisation secrète, ultra secrète, qui n'était pas célèbre, mais plutôt tristement célèbre à l'époque. Stay Behind aussi, qui faisait partie de cette armée secrète de l'OTAN. Oui, et il y a Hans Holmer, qui, j'en suis convaincu, connaissait ses plans et tout le reste. Il a vu ce qui s'était passé et il a découvert qu'avec le soutien du gouvernement, c'était trop important que cela ne devait pas être révélé au public. On ne pouvait pas continuer comme ça. L'assassinat du Premier ministre devait être résolu d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'il a choisi dès le début la piste d'un assassin isolé, puis celle du PKK, le Parti communiste kurde. Il pouvait ainsi dire que le meurtrier appartenait à ce groupe et que cela n'aurait absolument aucune implication politique internationale. International political implications at all. So that was a good solution. And after Holmer's C'était donc une bonne solution. Et après le limogeage de Holmer, quand il a démissionné, quand Foster a démissionné, il a continué à mener ce type d'enquête avec un particulier qui était aussi éditeur. Ils importaient donc du matériel et ainsi de suite depuis l'étranger, par l'intermédiaire de l'un des policiers que l'on retrouve dans de nombreuses affaires liées à cette conspiration. Il s'appelait Gustav Östling. Il avait déjà fait des affaires avec l'Afrique du Sud et c'est lui qui a créé une entreprise privée d'armement fournissant des armes et du matériel au groupe Palm, et ainsi de suite. Holmer était donc son plus gros client. Et Holmer utilisait aussi des gardes du corps issus de ce groupe d'extrême droite, cette bande de battes de baseball donc. In 2015, En 2015, Robert Harkavy et moi avons discuté avec le dernier chef des enquêteurs, Christian Peterson. Au cours d'un entretien de 3 heures, il nous a dit « Tout dépend de la coopération du service secret suédois, la SEPO. La SEPO a-t-elle coopéré avec les enquêteurs? Did SEPO cooperate with the investigators? No, not all. Non, pas du tout. Il y avait aussi une commission d'examen qui ne pouvait pas avoir accès à tous les documents secrets et qui ne pouvait pas interroger des personnes sous serment, et ainsi de suite. Donc il y avait d'importantes limites à ce qu'elle pouvait faire. Et c'était la 3e commission qui devait examiner cette piste policière. Elle aussi a été très critique sur cet aspect. La police de sécurité n'a pas coopéré avec le groupe Palm. C'est donc très étrange qu'elle ne l'ait pas fait. Mais on peut aussi comprendre pourquoi. Finally, Christopher Enfin, Christer Peterson a désigné comme meurtrier celui qu'on appelait l'homme de Skandia, parce qu'il travaillait comme graphiste dans l'immeuble Skandia. Stig Engström. Stig Engström. That was the C'était la solution finale du processus parlementaire. Oui, et nous avons exactement un nouveau déséquilibré isolé. Lone nut. Is this Est-ce possible? Stig Engström pourrait-il être l'auteur des faits? Yes, the perpetrator. no, this Il n'y a pas si longtemps, le procureur principal en Suède a commencé à examiner un peu plus cette piste autour de Stig Engström, qui était la solution finale. Il était déjà mort en 2000. Et il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas suffisamment établi qu'on puisse l'accuser. Donc ce n'est plus la version officielle, celle de l'assassin solitaire, cet employé des assurances de chez Skandia. Insurance clerk at Skandia. And we know from Et nous savons, grâce à 2 personnes du service de sécurité de l'immeuble Skandia, que Stig Engström se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment où Palm a été abattu. in the moment Palmer was shot. Yeah, that's a bit compromising. Oui, c'est assez compromettant pour lui. On dit qu'il est sorti quelques minutes avant le meurtre et tout ça. On dit aussi qu'il a, lui-même, a dit qu'il avait pris certaines mesures, vous voyez. Il aidait tout le monde sur la scène de crime, mais personne ne l'y avait vu. Et c'est lui aussi qui aurait pu courir après le meurtrier. Il a entendu qu'un message radio disait que l'auteur devait lui ressembler.
Et ensuite, il était pressé de retourner voir la police pour leur dire que c'était la mauvaise personne qu'on soupçonnait, et tout ça. Mais la version officielle, c'est qu'il est sorti, qu'il avait une arme sur lui, qu'il a tué Palm, qu'il a monté les escaliers en courant, puis qu'il est revenu sur la scène de crime et a discuté avec le personnel, ses collègues, à l'accueil de Scandia, les gardiens là-bas. Vous croyez à cette histoire? Non, pas du tout. Mais il est possible qu'il ait eu une sorte de rôle dans toute cette opération. On ne peut pas l'exclure parce qu'il ment sur beaucoup de choses. Because he is lying about many things. 40 years later, the Palmer case is 40 ans plus tard, l'affaire Palm est classée. Most of all these Mais surtout, ces points ne sont pas résolus. L'affaire dans son ensemble n'est pas résolue, et cela ne vous satisfait pas. Vous avez formulé un recours. With that, you formulated an appeal. That's right. C'est exact. Le procureur principal n'a pas vraiment décidé de rouvrir l'affaire. Mais nous avons un groupe de travail chargé de créer une commission de vérité à ce sujet, avec un mandat solide pour obtenir un accès complet aux archives des services militaires et de la police de sécurité, ainsi qu'un mandat complet pour interroger des personnes sous serment, parce que beaucoup sont encore en vie. Elles vieillissent de plus en plus. C'est donc le moment de parler avec elles, car elles ont beaucoup de choses à raconter. Et même si certaines ont été impliquées dans cette affaire, dans cette opération ou autre, elles n'en ont pas une vision d'ensemble. Elles en connaissent seulement leur petite partie. C'est donc ce qu'elles peuvent raconter. Are you optimistic? Êtes-vous optimiste à l'idée d'en savoir plus, de trouver une majorité pour soutenir cet appel? To support this appeal? Yeah, we have started a collection of signatures. Oui, nous avons lancé une collecte de signatures, avec aussi un site internet Palme Modet 40. Et nous avons cet appel en plusieurs langues. Nous le diffusons et nous recueillons de plus en plus de signatures pour faire pression sur les autorités et le Parlement afin d'établir ce type de commission de vérité. Et je me demande, pourquoi pas? Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Nous avons l'enquête criminelle la plus coûteuse au monde, qui s'est soldée par un échec total, sans aucun résultat. Et puis, elle a été close à un moment où l'intelligence artificielle aurait pu être utilisée pour examiner tous les documents qui auraient pu être numérisés. That could have been scanned. There are projects going on because they have released. Des projets sont en cours parce qu'ils ont publié beaucoup de documents, mais beaucoup sont caviardés, masqués en noir, donc tout n'est pas accessible, même aujourd'hui. Ensuite, ils ont refermé le dossier, malgré les possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Et demain, il y aura une manifestation. Tous les députés ont reçu cet appel que nous avons aussi sur notre site, accompagné d'une lettre les exhortant à agir pour mettre en place une commission vérité sur l'assassinat de Palm. Et j'espère que vous le signerez tous si vous ne l'avez pas déjà fait. La manifestation aura lieu le 28 février 2026. Je croise les doigts pour cet appel, pour que la vérité soit mise au jour. Et merci beaucoup, Henry Söderström. Merci. And thank you very much, Henry Söderström. Thank you. Das war Henry Söderström, der Sohn C'était Henry Söderström, le fils du policier, qui a été le premier à arriver sur les lieux lors de l'assassinat d'Olof Palme. Il soutient un appel à faire toute la lumière sur cette affaire et à mettre en place une commission vérité. Nous, à contre-courant, nous vous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. welche die Propagandamedien verschweigen.